Chers amis du PP, j'évoquais l'une ou l'autre fois un certain nombre de pépites qui dorment dans mes disques durs. Alors pépite est peut-être un mot un tout petit peu, prétentieux. Disons des enregistrements que j'avais faits à un moment donné, que je voulais éventuellement compléter, commenter, en tout cas monter pour le mettre en ligne. Alors, un de ces enregistrements a été une tentative, ça a même été la deuxième tentative, de mettre en ligne une conférence que j'ai faite sur le changement climatique. J'en ai fait une à destination de ce qu'on appelle le grand public au niveau du parc de Vesserlin, et une seconde qui a été, on va dire, commandée par la communauté de communes du Sundgau, le Sundgau étant la région la plus au sud de l'Alsace, au contact de la Suisse. Et je remercie d'ailleurs Alexis Blanchandin, chargé de mission, alors quel est son titre exact, chargé de mission CTEC, en sachant que le CTEC est le contrat territorial au climat. Donc cette communauté de communes, dont le président était présent à l'une de mes conférences, s'intéresse de près à ces problématiques d'eau, de climat, sécheresse, usage de l'eau par les différents usagers du territoire, dont bien entendu les agricultures, dont les maraîchers. L'enregistrement que vous allez voir était à destination exclusive des maraîchers professionnels. Alors malheureusement, et c'est pour ça que ça traîne, si tout avait bien marché, elle serait en ligne depuis longtemps. Malheureusement, les batteries m'ont lâché après je ne sais plus combien, 40 minutes, d'une conférence qui a dû faire à son habitude 2 heures ou quelque chose comme ça. Et puis, suite aux discussions introduites par la dernière vidéo avec ce coup de froid sérieux suivi depuis lors d'un coup de chaud sérieux et d'un certain nombre de vos commentaires, je me suis dit que j'allais quand même sortir ma réflexion qui, certains ont pensé que ce que j'affirmais dans cette vidéo précédente se résumait à la malheureuse courbe que j'ai mise, courbe que, évidemment, je n'avais mise qu'à titre d'illustration et pour, en quelque sorte, situer l'importance de ce coup de froid dans l'histoire météorologique récente, donc qui a suivi les années 2000, ce qui à l'échelle du climat n'est évidemment pas sérieux. Et donc évidemment l'un ou l'autre des commentaires fait remarquer que c'est pas sérieux, plutôt du côté des négationnistes qui en ont profité pour sous-entendre que ma pensée était minuscule, fragmentaire, donc ridicule et donc nulle. Ça les arrangeait. Alors je ne convaincrai sûrement pas les négationnistes, c'est d'ailleurs pas du tout mon objectif, mais pour les autres qui s'intéressent aux idées que non pas que j'essaye d'imposer, mais que je me propose de partager, voilà quand même un des cartons dans lequel j'archive mes notes quand j'écris un bouquin. Donc vous vous doutez bien que ma réflexion, c'est pas juste le petit du coup mon boîtier a volé.
n'est pas juste le petit graphique qu'il y avait dans la vidéo précédente, et je vois là que dans le bazar dans lequel je travaille, il y a encore des tas de notes sur le changement climatique. L'épisode de gel a particulièrement touché les agriculteurs du sud-ouest, et j'ai imprimé en avril de cette année. Le début de ce qui va suivre va être l'enregistrement live, et puis vous verrez à un moment donné la vidéo coupe, enfin le son coupe, l'image continue mais qui n'a plus aucun intérêt, d'autant plus que, comme à mon habitude pour les conférences fixes, je n'ai pas de caméraman, je plante un trépied avec ma caméra dessus, et c'est donc particulièrement, figé comme image. L'éclairage en plus était catastrophique, donc ça n'a aucun intérêt. J'aurais pu envisager d'essayer de me souvenir de ce que j'avais dit et de surcommenter, tout en étant désynchronisé au niveau des lèvres, mais vous pensez bien que, et je ne l'ai pas dit, cette conférence avait lieu le 24 octobre 2022, je ne me souviens plus du tout ce que j'ai dit. Enfin, je veux dire, je ne me souviens plus du phrasé que j'ai prononcé. Les idées, elles, je les connais encore parfaitement. Et par conséquent, j'ai opté pour une autre solution pour mettre à votre disposition ces éléments de réflexion. Cette autre solution, c'est que tout simplement, à partir du moment où ça s'est arrêté, je vais repasser mon PowerPoint sur mon ordinateur et m'enregistrer ici comme si je faisais une présentation publique. Ça permettra au moins d'avancer les idées qui figurent dans ce PowerPoint, qui sont aussi les idées qui sont dans mon diagnostic, qui est la première moitié de mon livre, et qui était aussi ce qui sous-entend certaines de mes petites phrases qui ont irrité les uns et les autres, enfin surtout les négationnistes. Voilà, donc ça va suivre. Je voudrais quand même revenir sur un ou deux ou trois petites précisions ou petits commentaires. Première chose, je ne l'ai bizarrement pas formulé à la fin de ma vidéo précédente. Je voulais, à travers ce contraste neige et puis temps particulièrement clément qui a suivi et qui continue. Aujourd'hui, on a atteint une douzaine de degrés. Ce soir, il fait à peu près 8 degrés. Dans ma serre, ça pousse. Je suis en train de planter, semer en extérieur, tout en sachant que janvier, février sont le cœur de l'hiver. Donc, il peut y avoir un sacré coup de Trafalgar qui réduit à néant tout ce travail. Mais bon, un des avantages du potager du paresseux, et ça il faut que je sois clair avec vous, c'est que le travail étant limité, pas de travail, pas de préparation, je n'ameublis pas la terre, et donc le travail étant limité, je ne perds pas tant que ça. Allez, une journée paisible de travail parce que mes jambes ne me portent plus tellement et j'ai tout le temps mal au dos, et quand je me plie pour planter quelque chose, je n'arrive plus à me relever. Donc oui, je ne perds pas grand-chose, et donc ça incite évidemment à prendre des petits risques. Non, ce que je voulais donc, à travers cette confrontation neige-redoux souligner, c'est que le refroidissement qu'on a connu ne prouve en rien qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, et le coût les températures douces
que nous avons ces jours-ci ne prouve pas à elle seule qu'il y a un réchauffement climatique. D'où cette espèce d'intro, mais que je n'ai pas repris dans la conclusion. La météo, c'est les coûts au jour le jour, etc. Et le climat, c'est tout à fait autre chose. C'est une moyenne sur un long terme. L'Organisation météorologique internationale, Météo France, etc., utilisant des normales sur 30 ans comme base minimum pour avoir en quelque sorte lissé sérieusement les extrêmes et les variations normales de la météo. Et donc, j'aurais aussi pu dire que 2021, qui a été une année plutôt considérée comme froide et humide, durant laquelle un nombre non négligeable de jardiniers ont arraché leurs tomates qui étaient ravagées de mildiou, donc de désespoir, 2021 est tout autant réchauffé climatiquement que 2022 avec ces pics extrêmes à la fois de sécheresse, de canicule, même si en 2022 on n'a pas dépassé les records de 2019. L'année a été l'année la plus chaude enregistrée en France. Donc voilà, je voulais juste sensibiliser à cette idée, attention, même si moi-même je fais le lapsus de temps en temps, il ne faut pas confondre climat et météo. Une météo froide à un moment donné, un grand coup de froid, n'invalide en rien le changement climatique, pas plus, et c'était le sens d'une phrase qui est dans ma vidéo précédente, celle avec Laurence, où quelqu'un a très mal compris le fait que je disais qu'il faisait doux, que les négationnistes allaient dire ceci, et ils avaient raison. Oui, puisque ce doux ne prouve en rien que le climat change. Ce sont les tendances longues et les variations longues qui le font. Je pourrais, mais bon, ce n'est pas l'objet ici, faire un raisonnement et trouver des éléments de réflexion en examinant les records, records de chaud, records de froid, quand est-ce qu'ils se situent. En France, la grande majorité, ou pour moi à Strasbourg, la grande majorité des records de chaud se situent après 2000, et la grande majorité des coups de froid, les températures les plus basses, se situent pour la période que j'étudie, 1946 à 2021, juste après-guerre. Il y avait une période froide bien plus importante au début du XXe siècle. Donc il y a eu un premier coup de froid, un plateau, et puis de nouveau une montée. Donc moi je n'étudie que ce petit bout, le plateau et la montée. Quel est mon objectif? Encore une fois, le changement climatique m'intéresse en tant que débat politique, activisme, etc., contribue à ce que je m'énerve dans des repas de famille ou entre des rencontres avec des amis lorsque eux aussi reprennent les thèses fumistes, négationnistes ou autres, mais ce n'est pas mon objet sur ma chaîne. Mon objet sur ma chaîne est de dire est-ce que oui ou non, au vu des données factuelles, sauf à nier que les enregistrements météo sont à peu près corrects. Quelqu'un m'a fait un commentaire, station de Nîmes, on a mis du macadam à côté de la station, etc. Je ne peux absolument pas contester que de ci, de là, des artefacts ont pu influencer une température ou des mesures de température. Normalement, Météo France
fait gaffe pour qu'il y ait justement une représentativité et une continuité dans les données météo. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas un endroit en France où il n'y a pas eu des biais, mais prétendre que sur toutes les stations météo de France, il y a des biais et on a pipé les données, alors là, on va dans le conspirationnisme le plus obscur. Là, on ne peut plus croire à rien. C'est mon avis, ce n'est que ça. Donc, sur la base des données météo, dont je pense qu'elles sont factuelles, qu'elles représentent des enregistrements 1946 à 2021 seulement, donc ce n'est qu'une petite période, j'essaye de savoir s'il est raisonnable que aujourd'hui, en 2022, vu ce qu'on peut cerner sur les moyennes climatiques, comment elles se positionnent maintenant, il est raisonnable que je jardine comme mon père dans les années 50 où mon père m'a appris à jardiner. Est-ce qu'on jardine encore dans le même monde? C'est uniquement ça qui m'intéresse. Et c'est donc uniquement ce travail d'analyse des données météo alsaciennes, en l'occurrence sur la base de la station de Strasbourg-Ensheim, que la Comcom du SUNGO, qui n'est pas un repère de dangereux écolos, agitateurs, activistes, etc., m'a demandé de faire une synthèse de ce travail qui lui paraissait de nature à éclairer les décisions stratégiques que devront prendre les maraîchers professionnels. Le souci de la Comcom étant bien évidemment de maîtriser la consommation d'eau, de ne pas se trouver dans une situation où elle devrait interdire l'irrigation en sachant les conséquences économiques, sociales, etc. que cela a. Donc cette introduction est tout à fait en lien avec le sens de la conférence qui va suivre. Il y a suffisamment d'experts sur les questions de changement climatique. Il y a des pléthores d'experts de canapé qui ne connaissent rien, mais qui aboient fort. Ça, c'est un fait. Il y a le GIEC, qui n'est pas 25 experts commandités par le gouvernement, comme quelqu'un le dit. Je traiterai dans une autre vidéo, parce que sinon cette intro sera extrêmement longue. Je parlerai de ce qu'est le GIEC, je l'ai explicité dans mon livre. Je m'intéresse à l'ensemble des facteurs qui peuvent affecter une production, et non pas seule une production agricole, donc une production maraîchère, et pas seulement à la température. La température n'est qu'un facteur. Il n'est pas minime, mais ce n'est pas de loin ce qui va tout déterminer dans la réussite d'une saison. Et donc, j'ai épluché, je ne sais plus combien, une quinzaine de facteurs différents, dont certains sont assez curieux. On le verra dans la conférence. Par exemple, la DJU, j'expliquerai plus loin ce que c'est. Dernier élément de réponse sur un certain nombre de commentaires. Bien sûr, ne me balancez pas des longs traits de caractère sur Milankovitch. Je connais les cycles de Milankovitch. J'ai fait une légère allusion dans la vidéo précédente quand je dis que je sais que les Inlandsis se sont arrêtés du côté de Berlin, et peut-être même un peu plus, qu'ici, dans les Vosges, on avait des glaciers. Donc ça faisait référence, j'ai parlé, il me semble, de la période humide du Sahara. Donc bien évidemment qu'on a des cycles géologiques
longs, plus ou moins réguliers. Les cycles de Milankovitch qui résultent à la fois de l'orbite de la Terre, de l'inclinaison de la Terre et du fait que la Terre tourne et son axe branle un peu comme quand on fait tourner une toupie. Vous avez remarqué qu'une toupie danse, la Terre fait la même chose, et qu'en fonction de ça, les températures moyennes du globe changent. Mais enfin, vérifiez, les gars, vous savez calculer. La dernière glaciation a atteint son pic, j'ai noté pour ne pas faire de bêtises, il y a 21 000 ans. Elle s'est terminée, le Würm s'est terminé il y a 11 700 ans. La température moyenne au moment du globe, donc comparable aux chiffres que donne le GIEC, cette fameuse température globale, évidemment très difficile à évoluer, mais on a des données sur des isotopes, etc. Il y a des méthodes qui permettent d'évaluer cette température. Elle était, à l'époque, globalement, la Terre entière, de plus 7 degrés. Vérifiez, aujourd'hui le GIEC vous donne une température de plus globale toujours, de plus ou moins 14 degrés, 14,2 ou quelque chose comme ça. Donc, vous savez calculer, prenez une calculette, sinon, de 7 à 14 degrés, la Terre s'est réchauffée sur les 21 000, de 7 degrés sur les 21 000 dernières années. 21 000 ans, vous serez d'accord avec moi, c'est 210 siècles. Vous divisez 7, tapez sur votre téléphone, 7, vous le divisez par 210. Alors je reprends, il y a dû y avoir une petite coupure. Alors de temps en temps, vous me voyez me pencher, c'est pour voir si la lumière rouge clignote toujours. Donc je disais 7 divisé par 210 siècles, si on prend le pic de la dernière glaciation, ou 7 degrés plus 7 degrés, une augmentation de 7 degrés, si on divise par 260 siècles, si on prend la période du cycle de Milankovitch, dans l'un des cas, ça fait une augmentation moyenne par siècle de 0,03 degrés. Je l'ai écrit pour ne pas m'emmêler les pattes dans les zéros. Et dans l'autre cas, ça fait 0,027 degrés. Donc voilà. Je n'ignore pas les cycles de Milankovitch, mais je suis quand même assez, mes bases mathématiques de calcul sont suffisantes pour savoir que 0,03 ou 0,027, c'est tout à fait minime comparé à l'augmentation de la température, de la même température globale, moyenne de la Terre, de 1 degré sur, en gros, le siècle qui vient de s'écouler. Donc 1 degré d'un côté, 0,03 avec les cycles de Milankovitch. Je n'ignore pas ces cycles, ils sont minimes dans l'augmentation actuelle des températures constatées. Ce sont là des faits, c'est tout. Je reprends les données de Milankovitch, ce qu'il a écrit, je reprends des données de l'Université de l'Arizona qui a essayé d'évaluer la température globale, comment elle a évolué au cours du temps, et je rapproche de deux chiffres. On pourrait encore ergoter sur le fait, quelqu'un me l'a fait remarquer, que les situations météorologiques sont très très différentes d'un endroit sur l'autre. Je l'évoque aussi dans cette vidéo, donc même s'il y a en gros des variations qui sont à peu près comparables à l'échelle de la France, qui peuvent être très différentes d'autres parties du monde. Par exemple, la Sibérie se réchauffe beaucoup plus que nous. Nous, on se réchauffe, la France en moyenne se réchauffe 3 fois plus que le globe dans son entièreté.
Non pas parce qu'on pollue plus, non pas parce qu'on n'a pas de chance, c'est tout simplement que sur le globe entier, il y a beaucoup de mers et tout le monde sait, toute personne qui a été en vacances, même sur la Méditerranée, sait que l'eau est plus froide l'été que le continent et qu'à l'inverse, l'eau est plus chaude en hiver que le continent. Donc les températures de l'eau bougent très 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 lentement. Alors quand le GIEC étudie la température globale, il a beaucoup de mers là-dedans, beaucoup d'océans, et ça tamponne. Donc le plus 1,07 à l'échelle du globe du GIEC, c'est plutôt, on le verra dans la conférence, à Strasbourg, plus 2,7 degrés sur la même période. Donc voilà, ça se réchauffe. Je ne parle pas des causes, je n'ai toujours pas prononcé le mot CO2. En tant que citoyen, ça m'intéresse beaucoup parce que savoir qu'est-ce que je fais dans ma consommation, si c'est le CO2, en tant que jardinier, je m'en fous, je constate qu'aujourd'hui la moyenne ici est supérieure de celle qu'a connue mon père, la température moyenne d'environ 2 degrés, et que c'est considérable et que donc je dois m'adapter à ça. C'est ça ma réflexion et c'est ça la réflexion que j'ai voulu partager, qui m'a semblé intéressant, en tout cas qui a semblé intéressant à la personne qui a commandité cette conférence pour le compte de la Comcom du Sungo. C'est ça qui l'intéressait, qu'on ait une discussion, parce que ma conférence n'était que l'introduction d'une discussion que les services chargés du climat et de l'eau souhaitent avoir avec les maraîchers professionnels consommateurs d'eau. Voilà, et on passe maintenant à l'introduction de cette conférence. Au tout début, je laisse, même si le son n'est pas bon, la présentation que Alexis Planchandin a fait, et avant d'enchaîner sur la partie en live que je compléterai donc dans mon bureau. C'est parti. Donc voilà, c'était juste pour cadrer le débat. Et puis après, c'est changement climatique et donc un très gros morceau sur caractériser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe effectivement, réellement, concrètement à Strasbourg. Par déduction, de temps en temps, j'ai rajouté Mulhouse-Bâle, donc puisque je travaille sur les données des stations météo. Et puis à la fin, c'est un peu mes idées que je jette comme ça, en sachant que, je le redirai, que je ne suis pas un maraîcher professionnel. Donc il est évident que moi je peux rater une culture, ça n'a aucune conséquence, si ce n'est que cette année-là on n'a pas de carottes, ou cette année-là on n'a pas de tomates, ou cette année-là j'ai complètement oublié de faire du chou frisé. Cette année j'ai oublié le chou frisé. Bon, voilà. Donc voilà, mais pour un professionnel ça a des conséquences peut-être un peu plus importantes, quoi. Après, voilà. Alors, on y va? J'ouvre un petit peu, je explique au moins pourquoi on fait ça. Oui. Et puis après, je vais pas me lever. Du coup, nous on travaille à la Comcom avec Margot. Moi je suis chargé de mission environnement et Margot elle est chargée de mission eau et elle travaille avec les agriculteurs. Parce qu'on gère l'eau, en fait on distribue l'eau aux habitants de la Comcom. Et du coup, on a eu de grosses problématiques au niveau, alors on a des problématiques au niveau de la qualité de l'eau et au niveau de la quantité. Et c'est pour ça qu'on a lancé le mois de l'eau. Cette année, on a fermé la piscine de Ferrette, par exemple, pour pouvoir laisser l'eau aux habitants plutôt que l'utiliser pour du loisir. Et voilà, dans ce cadre-là, on a fait un mois de l'eau et on souhaitait faire une conférence à destination des maraîchers. C'est quand même dommage de voir si peu de maraîchers sur le territoire, parce que vous êtes quand même des consommateurs d'eau. Et puis enfin ça dépend, mais vous travaillez le sol et la terre, et dans le sol et la terre il y a beaucoup d'eau.
Alors vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est un petit peu plus compliqué sur notre territoire. Oui, il y a moins d'arrosage. Il y a moins d'arrosage, mais ils sont aussi plus actifs, donc on arrive moins à les toucher. Et puis il y a aussi les espaces verts. J'ai passé la journée pour inventorier tous les espaces verts de la collectivité pour qu'on puisse aussi travailler de façon durable les espaces verts. Donc laisser pousser pour garder l'eau dans le sol, voilà, tout ça. Et puis arrêter de tondre pour rien. Voilà, grosso modo. Et du coup, Didier va présenter un petit peu ce qu'il fait. Et puis l'objectif, c'est pas d'apprendre aux maraîchers comment faire, comme le disait Didier, puisque lui... Je n'ai pas de légitimité, hein, donc voilà. Autant, alors peut-être deux précisions par rapport au potager du paresseux. Mon père était producteur de plants juste après-guerre, hein, je parle des années 50 quand j'étais petit enfant, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir, le souvenir d'un jardin ou du potager de mon père qui était une corvée, parce que quand les autres enfants allaient jouer au foot, ben moi c'était il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut couvrir, il faut dérouler les paillassons, il faut mettre les vitres, il faut semer, il faut récolter, enfin etc. Donc première chose. Deuxième élément, j'ai eu la chance de faire des études et donc je suis agronome de métier, ce qui m'a donné, on va dire, des informations, des connaissances plus exactement, qui m'ont permis d'imaginer ce que j'ai appelé par provocation, donc par provocation par rapport à cette enfance, le potager du paresseux, avec pour ambition, après mon infarctus, donc j'ai fait un infarctus sévère, je pourrais être mort, de faire un potager dans lequel il n'y aurait aucun travail du sol, non pas tant par conviction permaculture ou root out dont on parlait ou je ne sais pas quoi, juste parce que je n'ai plus la force. Et donc à un moment donné, je dis c'est pas parce que j'ai plus de force que je ne peux pas jardiner. Et c'est donc ce qui a donné mon potager, qui est donc, je le répète, ce n'est pas un potager professionnel, un potager familial, quand même assez grand, fruits rouges compris de 900 mètres carrés. Et c'est un potager dans lequel, donc, il n'y a aucun travail du sol. Il n'y a jamais eu, je suis parti d'une prairie, je travaille sans but, sans les fameux carrés très à la mode, qui pour moi sont surtout des obstacles aux auxiliaires. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ces bêtises de carrés, enfin sans doute une belle revue de jardinage, ou plus simplement sans doute des magasins de jardinerie qui devaient gagner de l'argent en vendant des planches. Plus que bio, je m'explique sur le plus que bio, ça veut dire que j'étais depuis très longtemps conscient du fait qu'un certain nombre d'éléments de la réflexion bio ne sont pas du tout optimales. Le bio, quand il utilise du cuivre, il empoisonne le sol. On peut tourner autour du problème. On peut dire que les agriculteurs bio en ont besoin pour sécuriser leur production, mais blablabla, ils empoisonnent le sol et c'est un poison violent. Les bio, quand, pour lutter contre l'enherbement, utilisent le motoculteur, les fraises à tout va, ils sont d'une brutalité pire que certains agriculteurs conventionnels. Donc je me suis dit, bio n'est pour moi pas une référence, c'est une religion. Sans engrais ni pesticides, même bio pour tout un ensemble de réflexions autour de la durabilité, autour de l'empoisonnement encore, phosphate du Maroc, richesse en cadmium, si on était sérieux, on l'interdirait. Cadmium qui est un métal lourd, assez violent. Pesticides, même chose, un certain nombre de pesticides ont des effets négatifs, voire très négatif sur l'environnement. Donc j'ai dit exit, je ne veux pas de ce potager-là. Sans compostage, j'y viendrai en passant tout à l'heure, parce que pour moi composter, c'est d'abord du travail, parfaitement inutile, non seulement parfaitement inutile, mais une catastrophe du point de vue de l'énergie. Quand on apporte des matières organiques sur un sol, on nourrit les organismes qui s'y trouvent. Si on leur apporte quelque chose qui a déjà été digéré, eh bien, désolé, on ne les nourrit plus autant.
Et tout ça en préservant la biodiversité. Voilà un peu ce que j'ai voulu faire. Et donc, j'en étais arrivé, un peu intuitivement, sans lecture bien puissante, à la réflexion, qu'est-ce qui va bien nourrir les organismes qui sont dans mon sol? Et je me suis dit, t'es quand même pas plus con qu'un âne. Un âne sait que ce qui nourrit bien, c'est le foin, c'est pas la paille, c'est pas le carton, c'est pas les sciures, c'est pas le bois mort et autres conneries qu'un certain nombre de gourous de la permaculture ou d'autres tendances ont été inventés. Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Même un âne sait que le foin nourrit mieux que ces matériaux. Je ne fais pas un dogme du foin. D'autres matières organiques équilibrées, donc c'est des histoires de C sur N, hein, rapport carbone sur azote, non déjà décomposées, non déjà compostées, pour apporter l'énergie à ces organismes, vont faire le même effet. Et donc, par réflexion, je suis arrivé au fait que le foin protégeait le sol contre les pluies, le soleil, on l'évoquera tout à l'heure par rapport à l'impact du climat, évaporation de l'eau, ça c'est indéniable, contrôle les adventices pour une raison très simple. Le carburant des adventices comme des légumes, c'est le soleil. Donc dès lors que je mets quelque chose entre les adventices et le soleil, il n'y a pas d'adventices. Promenez-vous dans une belle forêt bien dense, personne ne cultive en dessous, personne ne laboure, personne ne met des engrais, des herbicides, et c'est propre. Il n'y a que quand on coupe un arbre que tout à coup, les broussailles, les herbes, etc. se mettent à pousser. Donc il suffit de marcher dans une forêt, les yeux ouverts, pour comprendre que si on met une épaisse couche, teuf, 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 la majorité des adventices, je n'ai pas le temps parce qu'il y a quelques emmerdeuses quand même, des plantes à rhizome, des plantes à bulbes, etc. C'est pas aussi simple. Et la décomposition de ce foin, vu que c'est une matière riche, va, par ce qu'on appelle la minéralisation, fertiliser le sol. Donc je n'ai pas besoin d'engrais. Et une autre transformation des fibres du foin va me donner des substances humiques qui vont améliorer le sol sur le long terme. Voilà donc la logique du potager du paresseux, j'en dirai pas beaucoup plus. Hein, donc matière organique fraîche, arrêter de perturber, d'emmerder, de tuer, de piétiner, de couper en morceaux les organismes vivants du sol. Donc pour moi, même la grelinette est une idiotie, puisque je déchire des réseaux de champignons, de mycorhizes, de saprophytes. Pourquoi déchirer irait dans le bon sens? C'est une maladie mentale de l'homme de penser que, en cassant, en massacrant, il fait du bien. C'est une névrose. Quelqu'un qui, pensant que, en t'en collant une, il te rend un service, c'est quelqu'un qui est un peu nerveux. Et donc ce phénomène, il est bien connu sous le nom d'aggradation du sol, amélioration du sol, vu comme une niche écologique dans laquelle il y a tout plein de bestiaux qu'il suffit de bien nourrir et le paresseux peut se reposer et réfléchir. Dans le milieu professionnel, c'est un peu le mouvement MSV qui est le porteur de ce type de réflexion. Et donc, pour résumer, le potager du paresseux, c'est quoi? C'est un moteur. Ce n'est pas le moteur de la mobilette, ce n'est pas le moteur du micro-tracteur, ce sont les organismes vivants bien nourris. Un carburant, l'énergie solaire contenue dans ce que j'apporte dans mon potager. Le foin, mais aussi les restes de légumes, etc. Et ce que les organismes, les plantes, vont elles-mêmes capter sur place. Donc le potager du paresseux fonctionne à l'énergie solaire. Il a besoin d'un pilote parce que livrée à elle-même, la nature, immanquablement, sous nos climats, devient une forêt. Ne vous laissez pas embarquer par des bêtises dans lesquelles on vous dira que si ça ne passe pas bien dans votre potager,
c'est qu'il y a un problème d'équilibre. Un potager est par définition quelque chose de contraint par l'homme, anthropisé. Un potager naturel, ça n'existe pas, c'est un oxymore. C'est deux mots antagonistes. Et donc, le potager du paresseux est conçu comme ce que j'appelle un agro-écosystème anthropisé. Le maximum d'écho, mais de temps en temps, le pilote, il dit « je ne veux pas du sorbier des oiseleurs ou je ne veux pas un frêne, je ne suis pas un insecte xylophage, moi je veux du céleri ou des poireaux ». Donc je pilote le système. Et c'est pour ça qu'il est anthropisé. Il y a beaucoup d'erreurs conceptuelles autour de cette idée que un potager c'est naturel. Non, 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 un potager c'est pas naturel, même un potager dit naturel. Et puis donc plus largement, ce que j'évoque pour le sol est tout à fait vrai aussi pour les auxiliaires, la biodiversité, etc. Et donc, au départ, il y a 12 ans, quand je suis parti avec ces idées, j'ai sincèrement cru qu'en couvrant le sol, je pourrais ne plus arroser mon potager. Et effectivement, pendant des années, je n'ai quasiment pas arrosé. Depuis toujours, je plante mes tomates au mois de mai sans les arroser. Je trouve stupide d'arroser des tomates qu'on plante dans un sol qui est humide. Au mois de mai ou au début juin, je voudrais savoir où quelqu'un en Alsace a vu un sol qui n'est pas humide. Alors il arrose, parce qu'il se prend pour un riziculteur, tout à coup il pense que la gadoue c'est bon pour ses tomates. Et puis donc ça a bien été, ne pas arroser de tout l'été, pour un certain nombre d'années que j'ai énuméré ici, et ça a été des fois difficile, des fois catastrophique, je pense à 2019, qui a été sans doute l'année la pire chez moi, pire que 2022, hein. Et donc, je me suis dit, une année sur deux, un système qui ne marche qu'une année sur deux, c'est pas une solution. Tu fermes ta gueule, ça, c'est une connerie. Et quand je vois le buzz que cet été, on fait un certain nombre de vidéos autour de l'idée, on peut produire sans eau, mais c'est pitoyable. On ne produit jamais sans eau parce que les plantes ont besoin d'eau. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, il faut repenser le potager du paresseux, mais sur la base non pas de fumisterie, d'éléphants roses, de planage, sur la base de faits, et rien que des faits. Et donc j'ai décrété que j'allais éplucher les données disponibles de la station de météo de Strasbourg-Ensheim, qui est à 12 km de mon potager. Avec des outils statistiques simples, on va y venir. Je ne me suis pas embarqué. Les médias, c'est quoi aujourd'hui? Les médias, c'est à l'horizon 2050, l'horizon 2100, on aura plus 2 degrés, plus 3 degrés. Je m'en fous. Je ne serai plus là d'une part, mais je pense quand même à mes enfants. Mais surtout, je m'en fous parce que plus 2 ou plus 3, ça me dit absolument rien sur ce qui se passe dans mon potager. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase un peu assassine, je ne jardine pas en GIECI. Non pas que je conteste le GIEC. Le GIEC donne des choses qui sont sans doute un consensus scientifique mondial, sans doute assez juste. Mais enfin, plus 1,07 depuis les années 1850 à 1910, ça ne me dit rien. Plus 1,07. Deuxième chose que je voulais éviter, tous les trucs miraculeux qui fourmillent sur Internet, je ne vais pas vous expliciter longtemps les œillats, les bouteilles de plastique à l'envers, les mèches, les trucs, enfin l'esprit humain face à un problème est imaginatif, surtout quand on a le ventre plein et qu'on n'en dépend pas, on peut en inventer des conneries. Il y a des gens qui écrivent des poésies, hein, des romans qui sont très bien, la science-fiction. Donc voilà, je suis parti sur des fêtes à Strasbourg et je me suis attaché à ne pas me laisser embarquer dans la température moyenne parce que nos plantes subissent bien d'autres choses que juste la température moyenne annuelle globale.
Donc ça ne m'intéresse pas ou pas beaucoup. Je vais quand même en parler parce qu'elle a un sens. Mais avant de s'embarquer trop loin, soyons clairs sur les termes, et je ferai sans doute souvent le lapsus de parler de climat alors que je parle de météo. Regardez, donc là j'ai pris juste la température moyenne à Strasbourg pour que vous ayez une courbe. La météo est par définition erratique. Fait chaud, fait froid, fait chaud, fait encore plus chaud, fait très froid, etc. Ça c'est la météo au jour le jour. Le climat, c'est une moyenne ou une tendance. Donc ça c'est à Strasbourg, on peut dire que de 45 à 85, la température moyenne tournait autour de 10 degrés. Donc c'est moyen. Il fait plus froid là-haut au Groenland et il fait plus chaud en bas dans le Midi ou en Algérie. Voilà, ça ne dit pas plus que ça. Mais donc, la météo nous donne aussi un terme qui est beaucoup utilisé dans les informations, dans les prévisions météo, les normales. Normale, c'est la moyenne d'une donnée, donc là par exemple température annuelle, sur les 30 dernières années. Piège, redoutable piège. Quand aujourd'hui vous mettez la météo à la télé, on va vous dire que aujourd'hui il fait plus de 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Dans notre tête, parce que normal est un langage un peu statistique, moyenne, on se dit plus 5 degrés au-dessus de la température qu'il devrait faire s'il n'y avait pas le réchauffement, etc. Pas du tout. La normale d'aujourd'hui, elle est déjà 2 degrés plus chaude que celle entre les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Parce que tous les 10 ans, on révise la normale et les températures actuelles, dites normales, sont déjà des températures réchauffées. Et quand il fait aujourd'hui 5 degrés de plus que la normale, il fait plus chaud que le réchauffé qu'on a déjà. Et non pas, comme on le pense, il fait 5 degrés de plus que ce qu'ont connu nos arrière-grands-parents. Pas du tout. Il faut rajouter les 2 degrés en moyenne qui se sont déjà rajoutés. Alors, je disais tout à l'heure des outils statistiques très simples. Ça, c'est la même courbe, ou presque, que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Température moyenne annuelle à Strasbourg depuis 1945 jusqu'à 2020, sauf que j'ai introduit une notion très simple qui s'appelle une moyenne flottante sur 11 ans. Ça veut dire que le point qui est ici, c'est la moyenne de cette année-là, plus les 5 années qui étaient avant, plus les 5 années qui sont après. Et puis je décale, 5 années avant, l'année en question, 5 années après, et ainsi de suite. Et là, tout à coup, le truc qu'on a vu tout à l'heure, ces oscillations, deviennent beaucoup plus limpides. Parce qu'en gros, les années très chaudes qui étaient là ont été compensées par les années très froides. Et là, tout à coup, saute aux yeux que les variations sont beaucoup plus réduites et surtout saute aux yeux le fait que jusqu'à 85 ici, tout ça c'est un calme plat. Le réchauffement ne semble pas agir et donc depuis par contre ça monte. Au passage, faites attention parce que les négationnistes sont très très forts. Ils vous découpent ce passage ici. Vous voyez là? Là ça baisse. Donc il suffit d'un zoom, j'ai expliqué dans mon livre comment créer une fake, vous prenez ces années-là, tac, tac, et vous démontrez qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Sorti du contexte, personne n'y verra du feu. Alors je précise quand même que j'étudie, parce que les données, c'est les seules données que j'ai à Strasbourg-Ensheim, 46 à 2020, mais vous voyez que il y avait déjà eu une vague de réchauffement avant. Donc le réchauffement n'a pas commencé en 1946, il a commencé ici vers les années 1920 avec un premier palier, enfin une première montée plutôt, un palier, et depuis une montée qui semble s'accélérer. Voilà, donc ça c'est au niveau mondial, mais si on avait les données de Strasbourg,
ce serait à peu près la même chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai regardé? Ben, j'ai appliqué une deuxième technique statistique qui consiste à dire, on va regarder ce qui s'appelle les ajustements linéaires. Sur ces deux périodes, l'ordinateur vous calcule très facilement la droite qui passe au plus près. Donc les écarts sont les plus petits possibles. Et là, ça permet de chiffrer. Quand on dit qu'en moyenne, sur 45 ou 46 à 85, il faisait 10 degrés, ça veut dire que si on trace cette droite, ce qui est au-dessus est compensé par ce qui est en dessous. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Tout à coup, à partir de 85, ben, on voit que ce qui est en bas descend de moins en moins bas et compense de moins en moins ce qui est en haut, et donc que cette droite devient montante. Donc ça, c'est au sens strict le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'augmentation des températures moyennes annuelles. Donc avec, on le voit ici, on part d'un peu plus de 10 et on arrive à un peu plus de 12. Et donc ça fait 2 degrés en 35 ans, ce qui fait 0,6 tous les 10 ans. Voilà ce qu'est l'augmentation de température à Strasbourg. Si vous prenez les données du GIEC, sachez que c'est 0,16 à l'échelle mondiale. Donc chez nous, les choses se passent plus de 3 fois plus vite que ce que nous rabâchent les médias, parce que font les médias? Ils prennent le communiqué de presse du GIEC et ils prennent les données du GIEC. Personne ne s'est donné la peine, à ma connaissance, de calculer ces données-là pour y voir vraiment clair. Alors on peut figurer en même temps les extrêmes et on voit qu'en fait, on était à peu près dans un tunnel autour de 9 et de 11 degrés pendant toutes les années après-guerre jusqu'en 85, et tout à coup, ce tunnel se met à monter. 2022, on n'a pas encore, puisque ce sont des températures annuelles moyennes, mais on sait déjà qu'elle sera par ici. Avec le mois d'octobre qui est plus chaud que la moyenne, on sera peut-être même un peu plus haut. Normalement, ce sera plutôt la deuxième année plus chaude, c'est pas encore sûr, mais on sera quelque part par là. 2021, je voudrais attirer votre attention là-dessus. 2021 qui a été considéré par presque tout le monde comme une année froide. 2021 est très exactement ici, au-delà, vers 11,4 je crois, ou 11,3, je ne sais plus, et on voit qu'on est très largement au-delà du tunnel d'après-guerre. Donc une année froide ces dernières années aurait été une année caniculaire après-guerre. Sauf qu'on s'habitue. Aujourd'hui, on trouve la journée bien agréable. On va se promener avec les enfants, on va ramasser des champignons. 5, 6 degrés il y a quelques jours, 8 degrés chez moi, au-dessus de la normale saisonnière, dont je vous ai déjà dit qu'elle était réchauffée. Et donc, quand on compare juste les moyennes annuelles, on se rend compte que la moyenne de Strasbourg aujourd'hui est celle de Montélimar après-guerre. Je l'ai dit, la tendance va 3 fois plus vite que le réchauffement global, en sachant que même avec ces données-là, on n'est pas sûr de tenir. Il faut vraiment être optimiste pour penser qu'on va tenir les accords de Paris. Pour l'instant, on ne prend pas le chemin du tout, puisque de nouveau, la température monte. Je vous ai juste donné ça à titre de méthode pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de données de façon très très simple, parce que la température moyenne annuelle, elle a très peu d'intérêt pour un jardinier, si ce n'est qu'elle nous donne le sens de la girouette. Si on revient en arrière, la question évidemment qu'on se pose est: est-ce que ça va continuer comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné ça va faire comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné ça va faire ça?
Et ça, bien évidemment, le fait même de la méthode que j'ai utilisée, qui est de me baser uniquement sur des données qu'on ne peut pas contester, je suis incapable de le dire avec certitude, mais on a quand même, là on tombe sur des modèles, hein, les données du GIEC qui nous disent qu'il est peu probable que ça redescende. Les SSP1, c'est vraiment les scénarios socio-économiques les plus optimistes. En gros, dans 10 ans, on a résolu le problème de l'excédent des émissions de carbone, quoi. Tout est compensé. Dans 10 ans, tout est compensé. Ça mettra quand même 30 ans avant de s'inverser. Et vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de baisse. Donc on peut, et puis si on continue comme actuellement, on est sur des SSP3, si on continue encore d'accélérer la croissance telle qu'on la connaît, la croissance carbonée, on sera sur les SSP5 avec des augmentations de température qui pourront aller jusqu'à 8,5. Donc je pense qu'effectivement, le tunnel que je vous ai montré, ce n'est que le début, et alors c'est un tout petit peu affolant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 2022, presque tout le monde a vu ça comme une crise, quoi. Année terrible. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Une cellule de crise. Alors que, dans 5 ou 10 ans, ça j'en suis certain, on dira 2022, c'était une année cool, puisque ce couloir va continuer. Et donc, aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Non pas si 2022 se répète, 2022 va se répéter, peut-être déjà l'année prochaine, ce n'est pas une certitude, hein, puisque la météo est erratique. Mais si ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Et dans 4 ou dans 3 ou dans 6 ou 7 ans, il y aura bien pire. Bien pire. Ça, c'est le tunnel qui nous le dit. C'est déjà écrit. Le tunnel plus ces tendances-là, calculées sur la base des grands équilibres, il n'y a pas de mystère possible. Mais, bon, le gros mot est prononcé, le GIEC. Je disais en introduction que j'en parlerai dans une autre vidéo. Finalement, au montage, je me rends compte que celle-ci va peut-être prendre un autre chemin que ce que je pensais au départ. Je vais sans doute, là encore, comme la conférence faite à Montpellier, couper en morceaux, tout simplement parce que le montage avec toutes les incrustations des diapos que je dois faire est extrêmement fastidieux. Il pleut aujourd'hui, donc ça va, mais j'ai déjà passé une bonne demi-journée. Je vais quasiment passer la journée là-dessus et c'en est juste à ce point-là. Donc voilà, le GIEC. Je ne vais donc pas attendre davantage parce que je pense que c'est ici que nos chemins vont se séparer. Je parle là des négationnistes qui, évidemment, exècrent le GIEC, généralement sans savoir ce que c'est. Donc, permettez-moi d'être clair, les négationnistes, ça me fait plaisir si vous foutez le camp. Parce que franchement, avoir mes vidéos et les commentaires de mes vidéos pollués par des gens qui, personnellement, n'ont pas fouillé les questions, n'apportent pas d'arguments, font de la polémique, me critiquent parce que je lis Le Monde. Je ne lis pas Le Monde, mais je prends des informations sourcées que reprend le Monde. On va le voir dans un instant. Si vous préférez croire des illuminés, des imbéciles, des crétins, des agitateurs, des activistes, des écolos obscurs et que sais-je encore, très bien. Très bien, je suis triste pour vous. Je suis profondément triste que vous laissiez, comment dire, que vous laissiez rendre bête par des algorithmes
de Facebook, Twitter, etc., dont on connaît le mécanisme psychologique. Vous cliquez une fois sur un site qui conteste le réchauffement climatique et Facebook va vous gaver et vous allez vous trouver entre gens qui pensent comme vous. La pluie tue. Un jour, un imbécile fait un truc, la pluie tue. Il explique qu'il y a des microbes dans l'eau, des polluants, quand ça tombe sur votre peau, ça rentre, etc. Et voilà. Si vous êtes entre gens du groupe Facebook La pluie tue, on va vous servir de plus en plus de vidéos qui prouvent que la pluie tue. Donc si j'ai peur de la pluie et que si je sors, ah, il pleut, je vais mourir, et je suis avec quelqu'un qui va se foutre de ma gueule. Il va me dire, Didier, mais t'es complètement con, tiens, je te prête mon anorak, on va terminer cette randonnée, tu vas quand même pas avoir peur de la pluie. Et si c'est une nana, elle va peut-être me faire une petite proposition, je ne sais pas. On va rentrer au chalet, puis on fera sécher on se mettra à poil, on va faire sécher nos fringues, etc. Et vous pensez que j'aurai encore longtemps peur de la pluie? Voilà. Donc, les négationnistes de tout poil, de toute obédience, avec des théories échafaudées sur 3 fois rien, si vous quittez ici, je serai ravi. Si vous restez, vos commentaires restent en ligne, je ne supprime aucun de mes commentaires, sauf ceux qui ont une vocation commerciale. Quand on s'incruste pour dire « Ah, j'ai un truc super et qu'on voit visiblement que c'est du marketing. C'est les seuls messages que j'ai jamais supprimés sous les presque 150 vidéos qui sont en ligne. Même les plus insultantes sont restées, ou alors certains les ont retirées. C'est arrivé aussi. Alors le GIEC, qu'est-ce que c'est? Groupement intergouvernemental sur... oups, l'image va sauter un peu, j'ai eu un trou de mémoire. Sur l'évolution du climat. Je ne trouvais plus le terme qui avait été utilisé. En anglais, IPCC, International Panel of Climate Change. C'est quoi? Le GIEC au sens strict, ce sont des représentants des différents gouvernements. C'est un machin, comme disait jadis De Gaulle, donc un organisme de type ONU, et ils sont représentés quasiment tous les pays de l'ONU, à l'exception du Vatican et je ne sais plus, 1 ou 2 autres. Chaque pays nomme un représentant. Donc aucun expert du GIEC s'est auto-qualifié d'expert. Il a été nommé par son gouvernement. Deuxième chose que beaucoup semblent ignorer, le GIEC ne fait pas de recherche. Ce n'est pas un organisme de recherche du même type que le CNRS, l'INRA ou les grandes universités, notamment dans le monde anglo-saxon. C'est un panel d'experts, IP, International Panel, donc nommés par le gouvernement, qui font quoi? Ils ont tous, on va dire, un métier de chercheur ou de spécialiste, de ceci, de cela, qui a un lien avec le climat, et pour un certain temps, quelques mois, quelques années, ils sont nommés par le gouvernement pour les représenter et pour faire ce qu'on appelle une revue de tout ce qui est publié à travers le monde par des gauchistes de tel pays, par l'extrême droite de tel pays, par des démocraties avancées de tel pays, par des équipes comme ça, comme des équipes farfelues, tout ce qui est publié est passé à la moulinette, un peu comme cela l'est dans les grandes revues scientifiques, Science, Nature, etc., dit à comité de lecture.
dans ces revues, le principe est qu'un article, avant d'être publié, est relu par des gens de compétences équivalentes et qui vont vérifier que ce n'est pas juste de la prestidigitation, que ce n'est pas juste quelque chose tiré du chapeau comme ça, qui a des bases sérieuses, qui vont vérifier les données sources, etc., etc., etc. Alors, il y a, on va me sortir que, je ne sais plus si c'est Nature ou Science, à propos du Covid, où il y a eu un flop, etc. Donc, un article sur 1000 va encore être pipé. Parce qu'il y aura toujours dans le monde, parmi des gens honnêtes, quelqu'un qui sera plus malin que d'autres et qui fera des recherches truquées pour avoir une certaine notoriété et qui passera à travers ces filtres. Mais globalement, il y a un filtrage et le GIEC va filtrer l'ensemble de ce qui est publié et va en faire une synthèse. Alors, ce sont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, je ne connais plus le chiffre exact. Il me semble que c'est 700-800 personnes qui font les synthèses des rapports annuels, enfin pas annuels, le GIEC sort un rapport, je crois que c'est le 7e qui est sorti, donc tous les quelques années, le GIEC sort un rapport synthétisé par 700 ou 800 experts choisis parmi plusieurs milliers. Et c'est donc ces rapports qui font l'objet d'âpres négociations, non pas seulement au moment des COP. La COP, c'est le mariage ou le divorce, mais enfin, c'est la cérémonie. Le travail a lieu entre délégations de tous les pays tout au long des années. Chaque année, on tracte, on prépare, ça je ne suis pas d'accord, ça je suis d'accord, etc. Et puis finalement, on arrive à des tractations de dernière minute. Les experts des différents pays travaillent la nuit pendant que leurs présidents font des discours le jour en vue d'approuver ce rapport en assemblée générale de type ONU. Chaque pays, quelle que soit sa taille, quel que soit son revenu, quelle que soit son importance, pourvu qu'ils adhèrent au GIEC, donc généralement à l'ONU, chaque pays a une voix. Donc n'importe quel pays, le Vanuatu, ou les États-Unis, ou la Chine, la Corée du Nord, je ne sais pas si elle y est, etc., peuvent bloquer tel ou tel passage d'un rapport du GIEC qui fait plusieurs milliers de pages. Donc vous imaginez la folie. Vous imaginez la folie. Vous imaginez que dans un tel rapport, tout est pesé au moindre mot, la moindre nuance, devrais-je dire. C'est un peu comme quand l'ONU délibère à propos de l'invasion de tel pays par tel autre pays, ou d'un nouveau tir de roquettes des Palestiniens sur Israël avec une réplique d'Israël. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ces délibérations que prend l'ONU, c'est toujours pesé, tel pays devrait veiller à ne pas outrepasser les limites de son pays pour ne pas parler frontières, etc., etc. Donc là, c'est la même chose. Alors, je vais incruster ici encore un petit commentaire qui m'a échappé. Il faut que vous sachiez que, en ce qui concerne l'état des lieux, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est en matière de changement climatique et évaluation de la situation, le consensus est relativement facile. Si on a en mémoire les images de chaque COP avec des
des tractations à n'en pas finir, vous savez où est-ce que ça diverge. C'est au niveau des mesures à prendre. En gros, les pays pauvres disent aux pays riches, vous avez pollué, maintenant vous venez pleurnicher pour que nous, on ne pollue pas et qu'on ne rejette plus de CO2, etc. C'est à vous de payer, etc. Donc là, c'est extrêmement ardu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais sachez que les experts et les pays sont relativement facilement d'accord sur le constat, qui ne souffrent pas de ces gros débats. C'est un travail long parce qu'à 200, à 196, je crois, c'est évidemment extrêmement compliqué. Mais ce n'est pas là que ça se chiffonne. C'est sur les mesures, et là, évidemment, les blocs asiatiques, d'obédience plutôt communiste, les pays libéraux, ultralibéraux, populistes, machin truc, chacun à ce moment-là défend en fait ses intérêts. Donc on va là dans tout à fait autre chose, qui est en gros d'expliquer toi tu vas payer, moi j'ai fait ce que je peux faire. Et chacun ne veut aucun de ces pays ne veut rentrer chez lui, aucun de ses chefs d'État ne veut rentrer en disant j'ai pris l'engagement de supprimer les voitures thermiques l'année prochaine, de fermer les centrales à charbon dans 3 ans, etc., etc. Et donc là c'est extrêmement ardu, et là, c'est l'art de la formule alambiquée qui veut à peu près tout dire, et à peu près aussi son contraire, de sorte à ce que 5 ans après, rien n'a changé, et chacun va dire oui, mais on l'avait écrit. Hein. Donc, mais sachez que sur le diagnostic, il n'y a pas autant de disputes que ces images médiatiques pourraient le laisser penser. Alors, une fois qu'on sait ça, je me demande quand même comment on peut penser que une sorte d'unanimité entre pays, et je remets dans le paquet la Hongrie de Viktor Orban, la Russie de Vladimir Poutine, les États-Unis de Joe Biden, la France d'Emmanuel Macron, l'Angleterre de... Ça y est, trou de mémoire, Sumac, je retrouve plus son prénom, etc. Et tous les petits pays, l'Afrique du Sud et l'Inde et la Corée du Sud, etc. Comment un consensus passé par la moulinette de tous ces pays peut être soit crassement anticapitaliste si on a telle orientation politique, soit crassement anticommuniste quand on est de telle famille de pensée politique en France. Joker, je ne peux pas comprendre comment on peut penser ça. Et je ne comprends pas ceux qui, dans les commentaires de ma vidéo précédente, mettent que quand on se réfère au GIEC, on est le support du gouvernement, je suis le lèche-cul de Macron. Admettons. Mais expliquez-moi quel intérêt Macron, Biden, Olaf Scholz en Allemagne, etc., ont à faire sortir un rapport qui dit que, attention, ça chauffe, il va falloir changer nos comportements. Alors bien sûr, les anticapitalistes vont me dire, c'est pour vendre des Tesla ou pour nous faire changer les voitures. Certes. Mais en même temps, ça nous pousse à installer du photovoltaïque, à faire ceci et à faire cela. Je ne vois pas la manipulation. Alors encore, si on raisonne à l'échelle de la France, je peux le comprendre. Mais les Chinois feraient ça. Les Russes feraient ça. Les Anglais, les Américains, les Brésiliens. Tout le monde ferait ça. Et tout le monde aurait le même intérêt à exagérer le réchauffement climatique. Là, je suis sur le cul. Je suis assis sur un fauteuil, ça va. Dernier point. Et je vais vous mettre une diapo. Beaucoup des négationnistes sont convaincus que le GIEC
fonde toute son analyse sur le CO2. Que nenni! Le GIEC, donc, capitalise les papiers. Parmi ses études et ses articles et ses recherches, etc., absolument tous les aspects du climat sont étudiés. Donc, bien sûr, les gaz à effet de serre, parmi lesquels le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane, mais aussi les oxydes d'azote, et aussi un certain nombre de gaz fluorés, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'ozone, qui n'est pas un gaz à effet de serre, mais les évolutions de la couche d'ozone et son influence sur la captation des ultraviolets dans les hautes couches de la stratosphère sont étudiées. On connaît aujourd'hui le profil de l'atmosphère, stratosphère, etc. Et on sait que si c'est l'effet serre de l'atmosphère autour de la Terre qui augmente, ce n'est pas le réchauffement lié au fait que la Terre se rapproche du Soleil. Parce que si la Terre se rapproche du Soleil, ça chauffe en haut dans la stratosphère qui absorbe les ultraviolets et ça chauffe en bas par l'absorption des infrarouges et de la lumière visible sur le sol dont une partie est rayonnée, renvoyée dans l'atmosphère. Donc quand le réchauffement est lié au fait que la Terre se rapproche du Soleil, à ce moment-là, ça chauffe dans la stratosphère et ça chauffe dans l'atmosphère. Or, il est indiscutablement par les ballons-sondes qu'on envoie maintenant de façon très très régulière à travers le monde dans la stratosphère, on sait que la stratosphère se refroidit. Donc ce n'est pas que la Terre reçoit plus d'énergie de radiation du Soleil, c'est qu'elle en reçoit plutôt un peu moins, mais que ce qui rentre ne ressort plus, effet serre qui augmente. Donc l'ozone est pris en compte. La vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, naturel. Vous avez tous remarqué que quand le temps est gris, ça se refroidit moins la nuit que quand le ciel est clair. Donc la vapeur d'eau est considérée et a une certaine influence relativement minime. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est la blancheur, on va dire, de la neige, des inland ice, etc. Et donc, par conséquent, la quantité d'énergie qu'elle renvoie. C'est vrai que la pollution met un petit film gris sur les glaciers, les croûtes glaciaires, et fait qu'elles deviennent plus sombres et que du coup, elles absorbent plus de lumière du soleil. Le changement de l'affectation des surfaces. Chaque fois qu'on fait des macadams, qu'on fait des villes, qu'on bétonise et qu'on remplace des arbres et de la verdure par des matériaux inertes, cela a une importance sur la quantité de chaleur qu'accumule la Terre. C'est pris en compte dans les modèles. Les aérosols. Les aérosols, disais-je avant que ça ne coupe, toutes les particules, que ce soit de poussière d'origine industrielle, poussière de sable du Sahara, volcanisme, les cycles de volcanisme, etc. Tout ça est pris en compte, puisque donc ces aérosols vont en quelque sorte filtrer la lumière, l'assombrir et vont d'ailleurs avoir un effet positif de lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que sur le graphique que je vous mets, ils sont en bleu vers le bas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, le changement je crois que j'en ai parlé, le changement d'affectation des surfaces, etc., etc. Donc ne pensez pas, pensez, si vous êtes négationniste, vous avez besoin d'arguments à la con, donc pensez des bêtises, mais les autres, vous qui êtes sérieux, ne pensez pas une seconde que les équipes de recherche à travers le monde, dont
les résultats sont analysés par le GIEC, ont omis ces aspects-là. J'ai parlé des cycles de Milankovitch, ils sont très bien connus. Je vais simplement montrer que c'est 0,03% en moyenne, et donc ça n'a même pas l'épaisseur du trait sur ce schéma-là. Mais bien entendu, c'est intégré, c'est discuté. Les cycles de Milankovitch, ils ont été déjà vérifiés. Dans les années 70, Milankovitch était mort. Ça a été validé. Jouzel, qui a été un de nos représentants français au niveau du GIEC, a montré la corrélation qu'il y a avec l'isotope 18 de l'oxygène, enfin, etc., etc. Donc il y a des données monstrueuses. Bref, je ne suis pas Madame Soleil. Donc, quand je me suis trouvé devant cette question, est-ce que cette courbe-là va continuer, j'avais le choix entre deux choses. Être con et dire, mais bien entendu, ça va continuer, pourquoi ça tournerait? Comme ça, au pif. Le gourou, je vous dis que ça va continuer. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et donc, bien entendu, pour voir l'évolution possible, alors qui n'est pas un trait, qui est un cône dans lequel les choses vont évoluer, il n'y a pas d'autre chose sérieuse, en dehors donc de la bêtise et en dehors des croyances du marc de café et, je ne sais plus, la boule de cristal, que de faire ce qu'on appelle des modèles. Et les courbes que j'ai montrées là sont le résultat de modélisation. C'est-à-dire, ce n'est pas juste on prolonge la courbe. On essaye de mettre dans une équation ultra compliquée qui tient à peine dans tous les ordinateurs qu'ont les météorologues au monde, pour voir comment chacun des facteurs peut évoluer et comment ça va agir sur tel ou tel aspect du climat. Donc, c'est ça un modèle. Et un modèle est alimenté au départ par des hypothèses. Le modèle ne lit pas l'avenir. D'où ces SSP et ces différents spaghettis-là que vous voyez en fonction des hypothèses qu'on fait pour injecter des données dans ce modèle. On dit, ben voilà, les gouvernements vont s'entendre, on va réduire notre consommation, on mangera moins de viande, donc on rejettera moins de gaz carbonique, on roulera moins, on prendra plus le train, tous les pays vont s'entendre pour arrêter le commerce, pour réduire le commerce international. On n'ira pas fabriquer les sièges des Peugeot en Finlande pour le plastique et puis on enverra ça en Chine pour mettre le tissu dessus, et puis ensuite en Afrique du Sud où on va les peindre en bleu, et puis ça va venir à Sochaux pour être dans une Peugeot. Donc voilà des exemples d'hypothèses qu'on fait et qu'on met dans ces modèles, et puis ensuite on les fait tourner. Alors vous allez me dire, ces modèles, qui est-ce qui prouve que c'est pas n'importe quoi? Eh bien vous serez surpris. Ces modèles, c'est relativement simple. Vous leur faites avaler ce qui s'est passé entre, par exemple, 2000 et 2010, ou entre 1990 et 2000, et vous regardez comment il prévoit 2000 à 2020. Si c'est complètement à côté de la plaque, donc si c'est complètement différent de ce qui s'était déjà produit, puisqu'on sait ce qui s'est produit, on sait ce que les décisions de 1980 à 2000 ont eu comme conséquence dans les années 2000 à 2020, et bien, si les modèles répondent à peu près juste, on pense qu'ils sont bien construits. S'ils donnent n'importe quoi, à ce moment-là, on pense qu'ils sont défaillants, ils ne marchent pas et ils ne seront pas considérés. Donc ces modèles, ce n'est pas n'importe quoi. Néanmoins,
et j'insiste là-dessus dans mon livre, ne pensez pas que cette ligne-là va être suivie. C'est la tendance qui est bonne. Et donc, dans mon raisonnement que je vais poursuivre maintenant, hein, vous l'avez compris, il y a ce qui est déjà passé, le réchauffement qui a eu lieu, qui n'est pas contestable, c'était fait. Et là, je suis sur le terrain glissant de comment est-ce que ça pourrait se poursuivre. Et vous l'avez compris, je pense que le plus raisonnable est encore de voir ce que tous les scientifiques de droite, de gauche, d'extrême gauche, communistes, capitalistes, etc., du monde entier ont été capables de produire, synthétisés par le GIEC. Donc oui, je pense que c'est la moins mauvaise information à notre disposition, même si les prévisions du GIEC, ça je peux déjà être prophétique, ne se réaliseront pas au millimètre près. La tendance, je pense, est la bonne, et comme je viens de le dire, ou je vais le dire dans un instant, c'est à proprement parler affolant, d'autant plus que les 20 années qui viennent, 20 à 30 ans, donc d'ici 2050, quoi qu'on fasse, plus grand-chose ne changera parce que c'est déjà les équilibres météorologiques dans l'atmosphère, stratosphère, machin, etc., réchauffement de la mer, en sachant que certains phénomènes s'auto-entretiennent. Quand les glaces sur le Groenland fondent, eh ben, tout bêtement, leur altitude baisse. Et si vous avez été un jour en montagne, vous savez que plus vous montez, plus il fait froid. Donc au début, ça fond lentement. Et puis quand ça descend plus, eh ben, les glaces sont à une altitude moins élevée. Et donc, elles fondent de plus en plus vite. Donc, il y a des phénomènes dont on sait qu'ils vont s'auto-accélérer, c'est-à-dire par eux-mêmes, sans même... Donc, on arrête tout, on arrête tous de respirer. Suicide collectif, 9 milliards de morts sur Terre. On arrête de s'agiter, on arrête de rouler avec nos voitures, on arrête tout. Ça va malgré tout continuer pendant 20 ou 30 ans, parce que c'est les durées de vie des gaz en question, etc., etc. Ça se calcule, tout ça. Enfin, les gens sérieux le calculent, je suis incapable. Vous l'avez compris, ce que je viens de dire là, ce sont des convictions. Je ne suis pas capable d'évaluer, moi, un modèle du GIEC et de dire s'il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Et personne parmi les négationnistes que je connais, il y a peut-être des gens extrêmement brillants qui connaissent tous les modèles, mais en général, ceux que je rencontre, c'est juste des a priori. Donc c'est a priori contre a priori, parce qu'on arrive là dans les zones de connaissances qui me dépassent. Et l'introduction de ma vidéo précédente, je la reprends ici, je ne suis en rien un climatologue. Ce qui ne veut pas dire que les courbes que vous avez vues jusque-là, faites à Strasbourg, ne sont pas réelles, sérieuses, traitées, avec des choses très très simples. Voilà, alors on continue maintenant ces quelques éléments empruntés au GIEC. Ce sont des modélisations, ce sont des calculs. Tout à fait récemment est tombée cette info, donc je l'ai mise. Il y a des modèles qui, maintenant, annoncent pire que ce que nous annonçait. Et c'est sérieux, hein. C'est des gens de Météo France, du CNRS, etc. C'est pas... Donc, il existe actuellement d'autres modèles qui disent que ça pourrait bien pire, et quand vous lisez l'anglais, notamment que le réchauffement moyen estival pourrait être de 30% supérieur au réchauffement annuel moyen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des étés qui vont cogner encore plus dur que ce qu'on a donné. Encore une fois, attention, ce sont des modèles. Je ne suis pas... On voit ce que ça donne en macroéconomie. Hein, l'inflation, personne n'a vu venir. Les cracks boursiers, etc. Donc il faut être prudent. Mais on ne peut pas exclure qu'il y aura pire. J'ai regardé ce que ça donne du côté des maximales. Donc ça intéresse alors là au plus haut point
un agriculteur ou un jardinier, parce que là, évidemment, les légumes commencent à marquer des signes très sérieux. Et donc là aussi, tendance très très nette à monter de 33 à peu près à 35,5, donc 2,5 degrés, et surtout ces dernières années, donc 2022 n'est pas dessus, qui dépasse les 38 degrés. Alors 38 degrés, bon, on range les vieux dans les EHPAD, on les clime, Didier ne sort pas, tu vas prendre un coup de chaud cet après-midi, etc., etc. Mais on n'est pas conscient de ce que ça veut dire. Enfin, je pense que la majorité des gens, y compris des professionnels de l'agriculture, ne sont pas conscients de ce que ça veut dire pour les légumes. Parce qu'on est tellement persuadé que tomates sont des légumes du soleil, on nous a bassiné ça, et les courgettes sont des plantes du soleil. Toutes ces exotiques qu'on a été chercher dans des pays chauds, les haricots verts du Mexique. Donc on pense qu'ils sont habitués, mais pas du tout. C'est une méconnaissance profonde de ce qu'est le climat tropical. Regardez la météo, Abidjan, 30 degrés. On y crève de chaud parce que l'air est saturé. Quand vous allez dans les Caraïbes, vous êtes mollusque parce que l'air est saturé à 99% et que vous dégoulinez. Il fait 32 degrés. Regardez les températures à La Réunion. Ils sont en train de basculer vers l'été là-bas. 30 degrés, 31 aujourd'hui. Et donc on a là des températures où même les légumes dont je dirais tout à l'heure que ce sont des chochottes, ceux qu'on a été chercher dans les contrées tropicales, ne sont plus à l'aise du tout, en sachant que ce sont là des températures météorologiques, sous abri à 2 mètres de hauteur. Donc ça veut dire qu'un légume qui est en plein soleil, c'est pas c'est 38 qu'il a, ou c'est 39, c'est beaucoup plus. Et il faut prendre conscience d'une chose très très importante, c'est que nous on clime avec des machins de chez Airwell, Daikin, etc. Les plantes climent en évaporant de l'eau. L'énergie solaire qui leur tape dessus, qui n'arrive pas à transformer par le mécanisme de la photosynthèse, donne de la chaleur sur les feuilles. Et si les feuilles ne crament pas, c'est uniquement parce qu'elles transpirent. Et elles transpirent d'autant plus que le soleil cogne d'autant plus pour se climer. C'est pour ça que vous allez dans un parc ou dans une forêt, il fait bien plus frais que si vous êtes sur un terrain nu à côté. Parce que ces plantes sont en train d'évaporer des quantités faramineuses d'eau. Et voilà donc le lien avec la problématique de l'eau. 100 à 200 litres par arbre, 8 litres, 7 litres par mètre carré de culture cet été chez moi. Comment je l'ai mesuré ? Je parlais tout à l'heure de l'évapotranspiration potentielle. 1 mètre carré de courgettes, c'est 6-7 litres d'eau qui foutent le camp. C'est faramineux. L'agriculture est une activité extrêmement exigeante en eau. Les plantes ont besoin d'eau pour se développer, pour se rafraîchir, pour produire. Et ça n'existe pas des plantes qui ne consomment pas d'eau. Vous allez dire les cactus ne poussent pas. Ils survivent. S'il fallait se nourrir de cactus, on serait tous morts. Si vous avez des cactus, moi j'ai un cactus qu'on m'a offert il y a 15 ans, ma fille m'a offert un cactus. Il était comme ça, il est comme ça maintenant. Alors si je dois manger ça tous les 15 ans, donc la même chose, coupé en deux, vous voyez que la tendance est exactement la même tunnel, un peu plus large bien sûr, parce que les maximales sont beaucoup plus variables, et des augmentations très importantes de 3 degrés, donc beaucoup plus encore que, enfin un peu plus plutôt, pardon, que la moyenne. On est là sur des chiffres absolument faramineux. 10 ans, c'est vite passé. Et on va gagner au niveau des maximales pratiquement 1 degré, donc je peux déjà prévoir, sans me tromper, que les 38 et quelques de, je ne sais plus quand c'était, 2003, que les pratiquement 39 de 2019, 2022 a été moins chaud, hein, 3e année seulement,
ou quatrième, troisième je pense, vont être battus, puisque ça, ce tunnel augmente, et donc le haut de ce tunnel, dans 10-15 ans, on sera ici. Vu qu'il n'y a aucun espoir que ça s'inverse avec les mesures qu'on ne prend pas. Et là, j'en viens donc au jardinage. Il faut prendre conscience de quelque chose qui, à mon goût, est beaucoup trop ignoré, oublié par les gens, y compris par des professionnels. Les températures optimales de croissance, là où une plante pousse le plus, le mieux, de ce que j'appelle des chochottes. Plantes du soleil, tomates, melons, courgettes, vous pouvez mettre les haricots verts, vous pouvez mettre d'autres cucurbitacées, etc., ont des températures optimum de 20 à 27. Et quand je vais sur des rustiques, c'est-à-dire nos bons vieux légumes de nos terroirs, les poireaux, les navets, les salades, les choux, etc., c'est de 15 à 22 degrés. Donc quand tout à coup survient une chaleur, des températures qui dépassent, on va dire, les 35 degrés, vous pouvez faire ce que vous voulez, les légumes souffrent et refusent de pousser. Ce n'est pas que vous êtes un mauvais jardinier, vous pouvez laisser couler le robinet d'eau, les inonder, faire de la riziculture, ça ne change rien. Les températures sont trop élevées physiologiquement, leurs cellules ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner, c'est tout. Elles sont à l'article ou très près de leur mort. Et donc, pour moi, il devient déjà difficile de cultiver l'été. Il deviendra de plus en plus difficile de cultiver l'été avec des croissances qui seront de plus en plus en panne. Et quoi qu'on fasse, et même si on vide les nappes phréatiques, ça ne changera rien. Et on aura de plus en plus d'accidents de type mauvaise fécondation. 2019, ça a été très typique chez moi, je ne sais pas si vous l'avez observé, des tomates en fleurs, des grappes avec 4-5 fleurs, et puis 2-3 semaines d'après, pas de tomates. Où étaient passées les tomates? Eh bien, les fleurs avaient tout simplement avorté. On connaît depuis notre plus tendre enfance l'effet du froid, d'une gelée sur les arbres fruitiers. Et on se dit, aïe aïe aïe, s'il gèle cette nuit, on n'aura pas de cerises cette année. Et ça, on le sait, le froid casse les organes floraux de nos cerisiers. Mais on ne sait pas qu'à partir de 35, 36, 37 degrés, cette chaleur va tout simplement griller les organes floraux d'un certain nombre de plantes. D'autres choisissent la montée en graines, très typique sur toutes sortes de salades, mais il y en a d'autres, le fenouil, etc. Qu'est-ce qui se passe? Réaction du vivant. Mon Dieu, on est en train de me cuire, je vais crever. Qu'est-ce que je fais? Vite, 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 assurer la survie de l'espèce, même si je suis une petite salade comme ça, pas le temps de faire une belle pomme, je monte en graines, je fais 3 fleurs, 15 graines ou 50 graines, et l'espèce s'est sauvée. C'est tout à fait normal, une adaptation de ces plantes. Des brûlures sur d'autres. Et donc, on en parlera à la fin, je suis arrivé à une des stratégies qui consiste à dire qu'il faut esquiver les étés. Alors, pas tous les étés. 2021, vous pouvez cultiver l'été. 2022, ça devenait difficile. 2019, c'était catastrophique. Comment savoir à l'avance? C'est un des gros problèmes de l'agriculture. À la fin de l'année, je peux vous dire avec une aisance certaine ce qu'il aurait fallu faire au début. Le problème, c'est qu'au début, qu'il faudrait le dire. Et donc, on verra tout à l'heure, ça s'appelle des stratégies anti-risque, pas tous les œufs dans le même panier, etc., etc. Donc, ça se réfléchit, cette affaire. Si on se laisse surprendre en disant « Oh ben oui, mais le réchauffement climatique, ça n'existe pas, c'est ces balourds d'écolos qui nous bassinent avec ça, etc. Ben, je plante comme j'ai toujours fait. » Quand je vois sur les forums internet l'idée à la mode, jardiner comme nos grands-parents. Mais a-t-on trouvé plus idiot?
Nos grands-parents, ils étaient là-bas au début de la courbe. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que jardiner comme mon père, dans mon cas, parce que j'ai déjà des cheveux blancs, serait la dernière des trouvailles, mais c'est le désespoir. C'est un désespoir total. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tout faux, ça veut juste dire qu'ils avaient un autre climat. Donc on va passer quelques photos qui sont prises dans mon potager, une série le 16 septembre. Voilà, typique, réaction, il n'avait pas encore plu chez moi, pas beaucoup. Réaction typique, brocoli, traîne un peu, les pommes pas très grandes, tac, 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 et ça monte en graines. Choux-fleurs font un peu la même chose. N'espérez pas les voir grandir. Ils sortent, ils font des petites pommes comme ça parce que l'été a été sec, température trop élevée, pas beaucoup de croissance, pas de réserve dans leurs tiges. Petites pommes comme ça, on est con comme une valise, on se dit je vais attendre que la pomme grandisse, la pomme ne grandira jamais, elle montera en graines. Cressonnettes du Maroc, une des rares salades que j'ai réussi à cultiver cet été, donc celles-là elles sont photos du 22 août, donc elles ont été plantées quelque part en juin, mais vous voyez que pas très grandes et déjà à deux doigts de monter, quoi. Elles sont dans les starting blocks comme on dit. Voilà ce que je vous disais pour les tomates, un beau bouquet de fleurs, 22 août, il en reste une et celle-là je ne suis pas certain qu'elle a donné un fruit. Framboise, exactement la même chose, bouquet de framboises qui se dessèchent et noircissent, avortement des fleurs. Ça c'était en 2019, déformation typique de ce qu'on appelle en fermeture éclair des tomates, liée au fait que la fleur a été abîmée par des températures excessives et donc le fruit est déformé. Scarole, monté en graines, avant même que j'ai pu avoir l'idée de penser à les manger, quoi. Poup, ça part et terminé. Une donnée très peu exploitée, très intéressante, la DGU Clim. Alors, je vais vous dire ce que c'est. La météo calcule un indice qui est beaucoup utilisé par les gens qui installent les clims, qui s'appelle des degrés jours unifiés. Donc c'est une méthode simple qui permet de calculer à partir des températures moyennes multipliées par le nombre de jours un indice qui donne en gros pour une même maison la quantité d'énergie qu'il faut pour maintenir 18 degrés dans cette maison. Et là vous voyez que après-guerre, pendant un certain temps, on avait besoin de clim et beaucoup moins. Bizarrement, c'était plutôt en tendance un peu rafraîchissement, et que depuis 85, ça a presque doublé, pas tout à fait, j'exagère, de 250 ici à 470, mais presque un doublement. Et quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que la clim des plantes, c'est l'eau, on voit tout de suite ce que cela veut dire au niveau des besoins de l'agriculture ou des besoins du maraîchage si on ne s'adapte pas. Des quantités qui suivent cette courbe-là. Et donc si on coupe en deux, ben voilà, plus 60% ces dernières années. Les minimales, évidemment, sont extrêmement intéressantes parce que dans mon livre, j'ai voulu choisir une approche qui ne soit pas que à charge. On a tendance à vous dire le changement climatique, une catastrophe. Hein, le changement climatique, on va tous crever. Le changement climatique, faites quelque chose, sinon demain on est mort. Le changement climatique, vous avez pensé à vos enfants. Pour moi, agronome, le changement climatique, je viens de l'évoquer, est un sérieux problème l'été. Mais si je regarde du côté des minimales, je me suis dit, mais chouette, le changement climatique. Si les minimales, par chance, remontaient, ben, je pourrais peut-être cultiver en automne, cultiver en hiver, cultiver plus tôt au printemps. Donc j'ai voulu vérifier cette histoire-là. Est-ce que c'était juste une fantaisie qui me trottait dans la tête sans aucun fondement, ou est-ce que effectivement
Bon, ben, arriva ce qui était annoncé. Le micro m'a lâché exactement à ce moment-là. Mais c'est une bonne chose parce que la nuit est tombée. C'est pas la dernière fois que je vous parlais. On est déjà 24 heures plus tard. Et à force de cliquer pour insérer toute cette diapositive, rajouter les petites précisions qui ont manqué au moment où j'ai prononcé la conférence, expliquer ce qu'est le GIEC de mon point de vue et pourquoi je pense que c'est la moins mauvaise information qu'on ait pour estimer ce qui va se produire ces 20 prochaines années. Et ben voilà, donc je préfère m'arrêter là. Un de ces quatre, je ne sais pas comment je vais le faire, mais faire une conférence en salon. Donc m'installer dans ce fauteuil-là et mettre le PowerPoint sur mon ordinateur et on va continuer à examiner ces différents points. Notamment, je reprendrai toute la discussion autour des minimales et de quelques autres facteurs qui évoluent également et donc de tracer les évolutions de ces 75 dernières années. Voilà, donc rendez-vous à bientôt, hein, j'espère, parce que ça va être un tout petit peu chiant. Bien entendu, la tonalité ne sera plus du tout la même. Je ne parle pas de la même façon ici à une caméra que quand je m'adresse à un public qui me porte. Le ton est plus pugnace, plus direct que avec cette caméra. Qu'est-ce que je veux dire à cette caméra? Je ne vais quand même pas lui raconter le changement climatique, les minimales, etc. Je vais vous donner les informations, on va dire, d'une façon un peu plus salounesque. Voilà. Donc, à une prochaine. Pour l'instant, digérez déjà toutes ces informations-là. Ciao!